Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve donc pour la séquence numéro 1 des phares du marketing. Cette séquence va être divisée en 2 séances qui vont s'appuyer toutes les deux sur 5 modules. Dans la première séance, nous verrons la notion marketing de la demande ainsi que le comportement du consommateur et de l'acheteur. Dans la séance 2, nous verrons la segmentation de l'offre, structure et niveau de concurrence, ainsi qu'un module qui portera sur le positionnement et la performance des acteurs. La demande du marché est d'abord une constante à déterminer par rapport au marché. Donc le marché commence là où s'arrêtent ceux qu'on considère comme étant les non-consommateurs absolus. Dans le vocabulaire du marketing, ces non-consommateurs absolus représentent l'ensemble des consommateurs qui n'achèteront jamais le produit pour diverses raisons physiques, culturelles ou psychologiques. Ce qui importe à l'entreprise et à la marque, c'est la demande potentielle. C'est son véritable horizon de marché. Elle se fixe comme objectif hypothétique d'atteindre une part de marché maximale et s'appuie sur cette notion de demande potentielle. La demande effective au numéro 2 est constituée de l'ensemble de la demande solvable, c'est-à-dire qui a les moyens de se payer l'offre de services proposée par la marque et avérée dans la mesure où elle est connue. Il s'agit donc de la demande réelle qu'on compare à la demande théorique ou potentielle. Cette demande effective est diminuée des non-consommateurs relatifs, qui représentent l'ensemble des personnes qui ne consomment pas encore le produit, mais pour lesquelles rien ne s'y oppose. Ce sont donc des prospects à cibler pour l'entreprise et la marque et à séduire. La demande du marché correspond là pour le coup à la vision commerciale et marketing, c'est-à-dire la quantité souhaitée ou consommée sur le marché d'un produit ou d'un service. À côté de cette demande du marché, qui concerne strictement et uniquement le produit, on trouve une demande qu'on appelle de substitution. C'est-à-dire que les produits ne sont pas similaires, en revanche, ils ont des fonctionnalités qui sont correspondantes et qui peuvent être à même de satisfaire le client. Donc c'est une forme de concurrence indirecte. En parlant de concurrence, la concurrence directe, elle, se trouve sur le marché même de l'entreprise, celui qui va englober la propre demande avec les clients et consommateurs de l'entreprise et de la marque, ainsi que les clients de la concurrence. Donc ce sont ces premiers clients à conquérir pour augmenter la part de marché. On passe ensuite aux produits de substitution, et ainsi avec pour objectif de séduire les non-consommateurs relatifs de façon à approcher ou à agrandir le marché à la taille de la demande potentielle ou théorique. Pour l'exemple, on peut s'appuyer sur le marché des smartphones, donc celui de 2016, un tableau que j'ai tiré du numéro de Numérama portant sur justement les évolutions du marché des smartphones. Donc on voit ce tableau réparti en trimestres avec un total global, c'est-à-dire la demande primaire de 1,460,600,000 smartphones. Et sur ce milliard presque et demi de smartphones, Samsung en a vendu 308 millions et 900 000 unités, ce qui représente une part de marché de 21,15%. C'est-à-dire la part des smartphones vendus par Samsung sur la totalité du marché connu des smartphones. Concernant la demande, on utilise évidemment des indicateurs quantitatifs dans un premier temps, la fréquence d'achat, c'est-à-dire le nombre de fois où le produit est acheté,
le nombre de clients spécifiques de la marque ou des produits, ou encore des produits et des produits de substitution, la demande en valeur, c'est-à-dire exprimée dans une unité monétaire, qu'elle soit l'euro ou le dollar par exemple, ainsi que la demande en volume. Et parfois l'interaction entre les deux permet d'analyser plus finement le marché. D'autres indicateurs quantitatifs, comme le taux de pénétration du produit, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs du produit par rapport au nombre de consommateurs potentiels, le taux d'équipement, le pourcentage de clients utilisant le produit, c'est-à-dire nombre de produits en service sur nombre d'utilisateurs potentiels, le taux de renouvellement, le volume des achats de remplacement par rapport au volume total des achats, et enfin le budget annuel moyen, somme consacrée à l'achat du produit, cela au niveau du ménage. Alors il est évident que là les indicateurs proposés ne sont pas exhaustifs, et on pourrait imaginer les décliner à l'infini. Il existe également des indicateurs dits qualitatifs. Là, dans un premier temps, on va parler par exemple de la notoriété de l'entreprise ou de la marque, et même si cet indicateur est qualitatif, il peut être exprimé en pourcentage. On parle alors de taux de notoriété spontané, c'est-à-dire le pourcentage des personnes interrogées qui citent spontanément le nom de la marque, ou encore de taux de notoriété assisté ou suggéré, le pourcentage des personnes interrogées qui affirment connaître la marque et la mention de celle-ci. On en vient maintenant à la e-réputation. La e-réputation, dans notre monde connecté aujourd'hui, peut être définie comme l'image véhiculée ou subie par une entreprise ou une marque sur Internet, ainsi que sur d'autres supports numériques. La e-réputation peut évidemment s'appliquer à un produit, un service. Plus globalement, on peut parler du bruit médiatique autour d'une marque ou d'un produit. D'ailleurs, la e-réputation peut être calculée en UBM, c'est-à-dire en unité de bruit médiatique. L'image ensuite, qui est évidemment un indicateur non négligeable, la fameuse image de marque, qui se décline en plusieurs tonalités. L'image perçue, notamment, la manière dont le segment cible, c'est-à-dire le public qu'on vise à travers le produit, voit et perçoit la marque. L'image vraie, telle qu'elle est connue et ressentie par l'entreprise elle-même, et l'image voulue, c'est-à-dire l'entreprise souhaite être perçue d'une certaine façon par son segment cible, et met tout en œuvre pour affiner ce qu'on appelle le positionnement. Terme qu'on poursuit, alors le positionnement, pour le coup, on y reviendra, mais là, concernant la communication, il s'agit plutôt de l'adresse de l'entreprise ou de la marque à son segment cible. Est-ce que nous sommes des leaders? Est-ce que nous sommes des challengers? Ou est-ce que nous sommes des suiveurs? Enfin, tous ces indicateurs qualitatifs ont pour but de peaufiner l'offre de l'entreprise au marché, qui se traduit par un plan de marchéage qu'on appelle également marketing mix. Je rappelle, les 4 P, le prix, le produit, le positionnement, là pour le coup, en termes de distribution, quel canal de distribution va-t-on utiliser, ainsi que la promotion en termes de communication. Ce qu'il faut retenir alors de cette première séance, c'est que la demande est multiple. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est dans un premier temps la demande primaire, celle qui va englober le volume total des ventes d'une catégorie de produits, toutes marques confondues, à laquelle on viendra adjoindre les produits de substitution qui sont perçus là comme une concurrence indirecte. On parlera également de la demande consommateur, c'est-à-dire l'expression de la part de marché d'une marque ou d'un produit dans les magasins qui sont référencés, et on parlera là volontiers de la part de marché de l'entreprise par rapport notamment à la concurrence qui viendra
compléter ce marché réel sur lequel le produit est proposé. Ce qu'il y a à retenir également, et notamment pour faire le lien avec la deuxième partie de la première séance, c'est que le marketing répond à une consommation qui est guidée par les besoins. Nous verrons par la suite que les besoins sont clairement identifiés et que même s'ils sont satiables, c'est-à-dire qu'on peut se rassasier, qu'on peut les satisfaire, ils se renouvellent régulièrement. On parle également de désir, et là c'est le véritable objet du marketing. Le marketing ne crée pas de besoin, mais le marketing travaille sur les désirs du consommateur. Le désir étant la façon de satisfaire le besoin. La satisfaction, c'est la recherche principale du consommateur et du client, à la fois satisfaire le besoin, mais à la fois également satisfaire le désir autour du besoin. Et ensuite, nous viendrons à ce qu'on appelle l'insight, qui est une donnée relativement nouvelle en marketing. Et en fait, c'est un terme qui signifie que on va essayer de rechercher un discours ou une réalité sous-jacente concernant les motivations, les attentes et le vécu du consommateur à l'égard d'un produit. Donc c'est une réflexion un peu plus psychologique sur les déclencheurs d'actes d'achat des consommateurs.